Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aborder la fantasy sous un angle qu'on n'a pas encore trop abordé sur la chaîne avec une thématique très précise, c'est-à-dire la médecine. Je vais vous présenter 4 ouvrages de fantasy médicale avec un grand guillemet, c'est-à-dire de la fantasy où la médecine a quand même son importance. C'est pas forcément ce que j'ai lu le plus et c'est pas forcément ce qu'on trouve le plus, et sûrement qu'il y a des textes qui sont beaucoup plus axés là-dessus. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler 2 petites choses. Première, c'est que ce week-end, on est à Bondu, donc dans la banlieue lilloise, et que la semaine prochaine, nous serons à Trolls et Légendes, donc en Belgique, et en parallèle au Salon Fantastique. Je vous mets les petites dates d'avril aussi, mais pour Trolls et Légendes, sachez que la Reine de Fer sera en vente en avant-première. Pour le Salon Fantastique, malheureusement, vu que je suis livrée l'avant-veille des salons, ça ne va pas être possible. Malheureusement, j'essaierai de refaire une date sur Paris avec la Reine de Fer, mais là, on est un petit peu bloqué pour le coup. Et la sortie de la Reine de Fer est donc programmée le 3 avril 2024. Et j'ai très hâte que ça commence et de pouvoir pourvoir aux envies des gens qui voulaient lire la suite de La Gardienne du Chardon. Et on va commencer tout de suite avec cette fantaisie médicale qui parfois va aborder le thème du soigneur et qui parfois va aborder la médecine d'un angle un petit peu original. Je me suis cantonnée à la fantasy et au fantastique parce que la SF, par exemple, c'est une question qui est pas mal abordée, avec des choses comme les sérums, ce genre de choses. J'aurais pu vous parler du labyrinthe avec le fait que dans le tome 3, tout le but est de chercher un sérum à cette maladie qui prend place et que les personnages en réalité sont influencés par ça depuis le début. Et j'aurais pu vous parler de pas mal de choses, on va dire, de dystopiques, mais c'était un peu trop facile. J'ai envie de rester dans la fantasy et le fantastique, et celle qui est le plus moderne, celle qui aborde la question, on va dire, le plus modernement, avec un exemple de professeur qui fait de la recherche médicale. C'est un mix entre la recherche médicale et la recherche, on va dire, zoologique, parce que c'est fait dans un but médical pour la créature en question. Je vais m'expliquer, c'est un peu compliqué. C'est le livre perdu des sortilèges, donc de Deborah Harkness. C'est un livre, c'est une trilogie, je vous conseille de lire les 3 premiers. La suite était vraiment moins bonne, hein. Elle a ressorti quelque chose après, mais c'est l'histoire donc de Diana, qui est une des héritières des sorcières de Salem, qui n'a malheureusement que très peu de pouvoir, qui est à Oxford. Je crois que c'est à Oxford que ça se passe. J'ai un doute avec Cambridge, mais il me semble que c'est à Oxford, où elle va devenir professeure. Elle postule pour ce faire, et elle étudie dans la bibliothèque et se rend vite compte qu'elle va être liée à un livre magique, livre qui serait une sorte de bible pour les 3 grandes créatures qui existent dans ce monde: les vampires, les sorcières et les démons. Et donc c'est un livre que tout le monde recherche, et Diana, par ce fait, va être pourchassée et va devoir lier une sorte d'amitié, du moins vite se rapprocher de Matthew, qui est ici l'élément principal vis-à-vis de la vidéo. Matthew, c'est un vieux vampire, voilà, mais qui est beau gosse, hein, il est resté jeune et fringant, qui travaille donc à Oxford. Il a un poste, et lui, il étudie le loup. Et particulièrement, il étudie le sang des animaux. Et déjà, c'est une étude qui est zoologique, médicale, parce que voilà, il étudie ça dans ce prisme-là. Mais c'est surtout que Matthew, il étudie ça pour soigner les vampires. En fait, le livre devient très important pour chacun, parce que toutes les espèces sont en train de souffrir d'une raison ou d'une autre. Et les vampires, en fait, le problème qui se pose dans ce monde-ci, c'est que plus les années passent, plus ils n'arrivent pas à transformer les gens. C'est-à-dire que plus ils n'arrivent pas à enrichir leur peuple, et donc les vampires peuvent mourir d'une certaine manière, mais ils n'arrivent pas à renouveler un petit peu la population. Et Matthew fait des recherches sur le sang des loups, des animaux et ce genre de choses, pour voir un petit peu comment ça pourrait évoluer, qu'est-ce qui cloche, pourquoi le sang ça fonctionne plus forcément. Et donc on a, surtout dans le premier tome, des petites recherches là-dessus. Il y a des scènes qui se passent même dans son laboratoire où Diana lui rend visite, et j'avais trouvé ça intéressant parce que déjà on a un prisme un petit peu médical dans le texte, et surtout les vampires, ce que j'avais aimé, c'est que souvent les vampires sont surpuissants, mais là il y a vraiment une dose de mortalité qui arrive avec
cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus d'eux en mode on n'arrivera pas à renouveler notre espèce. Et ça pose un problème. Même si c'est une petite question dans le texte, c'est assez intéressant et surtout on retrouve un petit peu le milieu scientifique et le milieu littéraire de Oxford si vous aimez un petit peu ça. Je dirais pas que c'est de la dark academia, mais on retrouve cette ambiance université. Ensuite, là on est sur un texte où je vous ai déjà présenté pas mal de fois, mais il aborde tellement de thèmes en même temps. Ici, on est sur le trope du sérum, c'est le seul que je vais vous présenter. Souvent en fantasy, on a des mages, des magiciens. Plutôt dans les jeux vidéo, dans ce que je lis, j'ai quand même peu d'alchimistes dans mes lectures, mais il y a un livre où la médecine a quand même son importance et qu'on a un personnage qui est lié à ça et on le voit travailler et il y a même un laboratoire là où ça se passe. C'est donc le Witcher national, notre petit Geralt, et plutôt c'est Vesemir. Parfois, qui a des scènes, alors que ce soit dans les jeux vidéo, dans la série, mais aussi dans les livres. The Witcher, donc c'est l'histoire de ce chasseur de monstres qu'on suit, Geralt de Rive. Petit cœur, on l'aime tous. Et dans cet univers, l'hiver, les monstres sont un petit peu moins disponibles. Et donc les sorceleurs retournent à Kermoren, qui est leur petit lieu de vacances, voilà, pour se reposer. L'école du loup particulièrement ici. Et Geralt, on le suit, retourne donc dans cet endroit avec un destin tragique, voilà, passé tragique. Et on apprend au fur et à mesure de notre lecture comment ont été fabriqués les Witcher. Et donc il y a un espèce de truc médical où le Witcher c'est une chose qui a été fabriquée médicalement parlant, c'est une chose qui a été fabriquée par un sérum. Alors pour les gens qui ne connaissent absolument pas l'univers, les Witcher ce sont des humains avec des dons particuliers, beaucoup plus forts, avec des sens aiguisés, et le sérum qu'ils leur donne, il y a très peu d'humains qui survivent à ça. Et donc, on suit le fait qu'on a perdu ce sérum à cause d'un grand événement, et on voit Vesemir qui travaille dans son laboratoire à la médecine. Les Witchers prennent beaucoup de potions, de choses qui sont médicales pour soi, aiguiser leur sens, aiguiser leur vue, pour se soigner, parce que voilà, c'est quand même des humains qui vont devoir combattre des grosses bébêtes pas très très belle parfois, et on a tout ce truc de médical avec cette sauce de fantaisie, hein. Il va pas prendre un Doliprane pour se remettre en place, mais c'est assez intéressant là-dessus, et j'ai même des livres de Witcher que je vais vous mettre ici, où on a la composition des potions et ce genre de choses, le manuel du sorceleur, qui est plutôt bien fait sur la question, mais j'étais obligée de parler quand même de Geralt, parce que c'est une question qui est quand même en sous-fond, qui parle d'hybridité, qui parle de manipulation un peu génétique et tout, mine de rien, et qui parle de médecine, et on a un vrai Witcher qui est en position de médecin, qui soigne les gens, qui fabrique des sortes de médicaments, des sortes de potions. Ensuite, on va passer à un récit où la médecine, elle est donnée de façon un peu magique et par un prisme un petit peu particulier, et c'est aussi le nœud un peu du récit. C'est un roman qui s'appelle Une magie teintée de poison. J'ai pas eu le droit de recevoir le tome 2 suite à ma chronique de Guild, vous en doutez bien. Mais c'est de Judy Illin, c'est de la fantaisie chinoise, si je dis pas de bêtises. Voilà, l'autrice vient de Taïwan et qui raconte donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ning. Ning, elle a un problème. Elle a commis quand même une petite faute, c'est-à-dire que dans cet univers, le thé est source de magie selon certaines personnes. C'est-à-dire que certaines personnes sont capables de transformer le thé à certains escients. Et Ning, un jour, sert le thé à sa mère, à sa sœur, et elle voit un petit serpent flotter au-dessus du thé. Et elle se dit, bon, c'est peut-être moi qui ai eu une alu, elle fait pas gaffe, elle le donne, et en fait, sa mère se retrouve empoisonnée, elle meurt, et sa sœur est empoisonnée en très très mauvais état. Et Ning va partir à la capitale pour devenir une sorte de médecin de cours grâce au thé, prestigieux, pour essayer de trouver une solution pour sa sœur. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup d'empoisonnement par l'eau dans le pays, et on va la suivre dans de nombreuses épreuves pour atteindre cette espèce de quête, voilà, cette espèce de concours, et il y a plein de complots politiques qui se nouent ici, mais surtout, le thé, dedans, c'est bien montré qu'il peut soigner, il peut être vu avec des plantes qui sont là pour aider les gens, donc il y a vraiment quelque chose qui est travaillé là-dessus. Il me semble même lors d'une épreuve, mais c'est peut-être moi qui dis une bêtise, qu'il y a quelque chose qui tourne autour de là-dessus, et surtout le personnage va essayer de trouver une solution pour sauver sa sœur qui est malade, et donc parfaire son art. Voilà, on voit la petite tasse de thé ici, mais c'est une fantaisie assez
extraordinaire pour ça. C'est le grand point positif de ce roman qui reste de la young adulte vu et convenu. Et je pense que vous ne buvrez plus jamais du thé de la même manière, mais c'est intéressant parce qu'on sait que toutes les médecines asiatiques sont beaucoup portées sur l'art des plantes et ce genre de choses, et on voit que c'est un petit peu traité là-dedans. Et enfin, alors là, pour tout vous dire, je me suis dit, c'est quand même, c'est peut-être moi qui lis pas grand-chose sur le sujet, mais dans les jeux vidéo, dans les classicos de la fantasy, un des personnages qu'on retrouve extrêmement souvent, c'est le rôle du soigneur. Hein. Vous avez déjà joué à un RPG dans votre vie, il y a toujours un soigneur, c'est là pour ça. C'est un élément important qui est souvent en arrière et qui est là pour remettre des PV ou tout ça à ses collègues personnages. Et je me suis dit, bah merde, j'ai pas beaucoup de soigneurs et c'est pas un personnage qui est très 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 mis en avant. On en a dans Wild par exemple, ou ce genre de choses, mais là, je vais vous présenter un personnage qui et devait devenir soigneur, voilà, et qui va prendre un autre chemin et qui à un moment va même redevenir soigneur dans le texte. C'est donc la voix des rois de Brandon Sanderson, donc les archives de Rochard. Kaladin, qui est un des personnages principaux de cette histoire, a un père qui est soigneur. Et Kaladin, il a appris la médecine. Et il est destiné à soigner et par un concours de circonstances va se retrouver à devoir surveiller un pont. Voilà. Et devenir le héros de cet univers. Mais Kaladin, c'est toute l'histoire de l'héritage, de savoir si c'est ce qu'il veut vraiment faire de sa vie ou pas. Et à un moment dans le texte, donc Kaladin devient quand même une sorte de meurtrier de masse, hein, il tue beaucoup de gens, voilà, c'est la guerre, machin, c'est compliqué, Rochard. Mais il va nous faire une petite dépression, voilà, tout ça, et il va retrouver un sens à sa vie via le fait de soigner les gens au lieu de les tuer, et il a un rôle important dans cette guerre, et même son père va s'investir en montrant que, je trouve que ça montre aussi dans la fantasy, on a souvent les guerriers, ce genre de choses, mais on a très peu les soigneurs, ou quand ils sont mis en avant, c'est souvent des femmes. Je pense notamment, j'aurais pu vous en parler de Blood Song par exemple. On sait qu'il y a certaines sœurs qui travaillent le soin et ce genre de choses. Et souvent, c'est la figure de féminité, tu sais, qui apporte la douceur. Les mecs se battent, les femmes soignent. Là, non, c'est une sorte de chirurgien, son père, qui est assez estimé. Et c'est vrai que c'est un des points positifs des archives de Rochard de présenter ça. Parce que c'est quelque chose dont on parle peu et qui est quand même essentiel voilà, dans un univers de fantasy. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de fantasy médicale. Si vous avez des personnages qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra voilà, alimenter la vidéo. Mais Kaladin, c'est cette figure-ci. Il a vraiment un combat moral en plus sur le bien et le mal pour ça, parce qu'il se dit en soignant, bah, je fais des actes positifs, mais en même temps, je veux aider mon pays, voilà, et puis bon, l'histoire va un peu le dépasser, mais c'est quelque chose d'assez important, et même quand on voit d'autres personnages, je pense à des personnages féminins dans le texte, notamment qui sont plutôt liés à tout ce qui est recherche, érudition et ce genre de choses, on voit qu'il y a des moments, ça parle de traités médicaux et ce genre de choses, et que voilà, la médecine a quand même un rôle là-dedans, et la science en général a quand même un rôle un peu dans la voie des rois. Mais voilà, en fantasy, c'est pas forcément ce qui est mis en avant. Et je pense que médecine et fantasy, c'est compliqué à mettre en avant parce que la médecine, c'est souvent très lié à la SF, c'est souvent, ça repose sur c'est des principes scientifiques, et que pour la crédibilité, parfois, quand on a un monde médiéval et qu'on veut faire une fantasy médicale, si on se colle au Moyen-Âge, c'est un peu compliqué, voilà, sur des choses qui seraient vraiment efficaces, voilà, parce que la médecine, voilà, tout ce qui est vaccin et tout, c'est quand même venu un petit peu après. Dans le steampunk, moi, dans le peu que j'ai lu, ça vient quand même assez peu. Je peux vous bagarrer. Allez, je vous parle de la gardienne, mais je vous ai pas parlé de la médecine mentale dans le texte, c'est-à-dire que là on a vraiment passé sur la médecine du corps. Dans la gardienne du Chardon, vous suivez Isobel Galloway, qui est une des héritières de la couronne d'Écosse, qui va perdre sa sœur sous le règne de la reine Victoria, qui est devenue immortelle. Et Isobel, quand elle est jeune, elle va subir une tragédie qui va bouleverser sa vie. C'est-à-dire qu'un automate va la surprendre à se servir de dons bien particuliers, et surtout de faire preuve d'une force qui met la puce à l'oreille de Victoria sur la réalité de ce qu'est Isobel. Et donc à l'âge de 8 ans, à l'âge de 8-10 ans, elle est envoyée à la cour et torturée. Sauf que ça va avoir des conséquences.
Et déjà au-delà du fait qu'il y a de la prothèse, voilà, c'est un monde où la médecine est efficace, on voit qu'il y a des médecins qui sont là pour aider les gens qui ont des situations de handicap. Il y a aussi le fait qu'Isobel va subir une dépression très très longue avec des envies de mettre fin à sa vie qui voilà, sont liées à ce traumatisme et à d'autres choses. Et elle va donc être envoyée auprès du professeur Charcot, qui est un homme qui a travaillé sur l'hystérie féminine voilà, au 19e siècle. Et on va suivre quelques scènes où Isobel se ressasse son passé dans ses instituts et surtout son rapport au fait que la médecine de l'époque était aussi une sorte de torture et que l'hystérie des femmes était surtout un prétexte pour enfermer, alors certes des femmes qui étaient parfois malades, mais des femmes aussi qui voulaient juste être un peu plus indépendantes et qui ne rentraient pas dans les clous de la société. Donc voilà, j'ai mis ça, c'était pas prévu que je parle de la gardienne, mais je me suis rendu compte que la médecine, elle a quand même un rôle important, et dans le tome 2, vous verrez, il y a des soigneurs, il y a aussi tout un truc avec les prothèses et ce genre de choses, mais ça a une implication dans le texte, et je trouve que c'est intéressant, et j'aimerais bien avoir en commentaire, recommandation de votre part, si vous avez lu des livres que je vous ai pas cités, qui mettent en avant la médecine dans la fantasy. Parce que c'est vrai que dans la SF, il y en a quand même pas mal, mais dans la fantasy, ça reste assez moindre, et c'est dommage parce que je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine.